Alors, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Alors, vous avez eu déjà... j'ai posé la question, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est dans la salle, qui parmi vous a assisté à la conférence de Madame Samia... pardon, pas Samia, parce que c'était sa fille qui était physicienne aussi, Fawzia Charfi hier. Bon, donc, je pense que vous êtes loin d'être majoritaire. Donc, je vais essayer de... Oui, 100%? Ah bon, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, je vois. Bon, ben, on va voir. Ok. Donc, avant de démarrer ma partie purement scientifique, je voudrais ouvrir une petite parenthèse qui me semble importante. C'est que cette question de comprendre ce que c'est que le réel qui nous entoure est une question très ancienne, qui remonte évidemment à l'Antiquité, mais même avant, je dirais, les Grecs, hein, chez les Indiens par exemple, etc. Bon. Et il me semble qu'à travers l'histoire, ça n'a pas été une question qui est définie dans un cadre confiné scientifique, puisque science et philosophie de la nature étaient quasiment un peu le même, en contact direct. Et donc, il y a eu des approches du réel qui sont d'ordre, on va dire, scientifique, philosophique, même, ou mystique, spirituel, avec des modes de connaissance qui sont variés, qu'on pourrait séparer, mais là aussi la séparation associée à la partie scientifique, l'observation, mais aussi la rationalité. Pareil pour la philosophie, il n'y a pas que le raisonnement, il y a aussi l'observation et l'intuition. Je dirais que les trois facultés qui sont au-dessous, à savoir l'observation, le raisonnement ou l'intuition, jouent dans tous ces domaines. Il y a une certaine porosité qui a permis de féconder certains domaines, en particulier le domaine scientifique qui nous intéresse aujourd'hui, par des concepts, par des façons de voir le monde qui viennent du domaine philosophique ou spirituel et religieux. Et je vais illustrer ceci tout de suite. Vous savez qu'on parle d'atomes en physique quantique, et l'idée d'atome remonte à loin. En fait, on la retrouve chez les Indiens, mais je vais parler rapidement des atomismes grecs, qui étaient une réponse à des questions d'ordre métaphysique, ou aussi ontologique, c'est-à-dire se poser des questions sur la nature du réel, sur les relations qui existent entre les entités réelles, et pour résoudre certains paradoxes, comme celui, par exemple, du fait que quand on divise à l'infini un objet, ceci le rendrait complètement illusoire, puisqu'on arrive à la fin où il n'y a plus rien. Et donc, il fallait un minimum de dimension finie pour pouvoir sauver la réalité de l'objet. Pour simplifier, sachant que je parle ici d'atomisme au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'un seul atomisme, hein, celui de Démocrite ou, par exemple, Épicure ne sont pas identiques, mais je simplifierai en disant que, globalement, les propriétés des atomes dans ce cadre-là sont considérées comme permanentes et inconnaissables. Et seule la position des atomes ainsi que leur façon de se lier les uns aux autres pouvait changer. Et en fait, là aussi, ça répondait à un casse-tête, on va dire, d'ordre métaphysique, à savoir comment réconcilier l'immutabilité de l'être, le fait que l'être soit permanent, avec le fait que les choses bougent et meuvent. Et donc, c'est un peu la façon des réarrangements des atomes qui permettait de concilier les deux, mais avec des atomes qui sont permanents. Alors, ensuite, on retrouve d'autres formes d'atomisme dans le Kalam, qui est l'école, on va dire, la théologie rationnelle de l'islam. Ça ne veut pas dire que toutes les doctrines du Kalam sont atomistes, mais il y a eu plusieurs doctrines qui ont adopté les atomismes. On a vu quelques exemples lors des conférences précédentes. Donc l'atome, c'est al-juz' alladhi la yatajazza. Sauf que, alors j'insiste là-dessus, on n'a pas les mêmes caractéristiques des atomes. En particulier, les atomes ne sont plus durs ni compacts. Et ce qui est intéressant, et ça fera résonance avec la suite, c'est que les atomes sont éphémères, donc ils sont impermanents. Et on ne parle plus de qualité première des atomes, de propriétés intrinsèques. Ces propriétés deviennent secondaires. Ce qui est intrinsèque, c'est al-jawhar, la substance unique. Et la distinction entre les atomes, là aussi je suis en train de simplifier puisqu'on peut trouver beaucoup de variations autour de ces thèmes,
Donc, en fait, la distinction se fait par les accidents, et c'est Dieu, le Créateur, qui intervient pour modifier les accidents dans le sens al-arad, qui va intervenir pour recréer à chaque instant ces accidents. Et en fait, c'était une façon d'islamiser l'atomisme, parce que quand on parle évidemment des atomismes grecs, on a tout de suite en tête l'idée d'un matérialisme réducteur qui réduit tout ce qui est, y compris les âmes humaines, à des entités qui sont solides, qui sont en fait qui ont même elles-mêmes des qualités divines puisqu'elles sont permanentes, éternelles et inconnaissables. Sauf que là, il y a une forme de réconciliation, donc de pouvoir finalement restaurer l'omnipotence divine dans le monde. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le temps lui-même, pour permettre ces actes, ces interventions permanentes divines, il était aussi, dans certaines doctrines, divisé en petites entités, donc on parle d'atomisme du temps. Et ce qui est complètement contraire au sens commun, bien évidemment, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi cette audace de pouvoir laisser se déployer son imaginaire pour... alors qu'il n'y avait pas nécessairement de démonstration claire, mais c'était plutôt de la spéculation qui avait amené à imaginer à la fois les atomes, mais aussi l'atomisme du temps. Alors, il y a un point aussi que je voudrais donc rapidement parcourir, c'est que l'atomisme en Europe, il était initialement rejeté par l'Église, puisqu'il était associé à l'atomisme grec, on va dire, qui écartait, qui ne laissait pas de place au divin. Et c'est vraiment grâce, et c'est un point, je pense, qui n'est peut-être pas assez apprécié, on parle beaucoup d'Averroès qui a aidé à la réconciliation entre la foi et la philosophie, mais je pense qu'on ne parle pas assez du fait que le Calem, les atomismes en tout cas du Calem, a aidé aussi à réconcilier l'atomisme avec la foi. Et c'est ainsi qu'il a été petit à petit, il a mis beaucoup de temps pour vraiment s'imposer en Europe, mais c'est à travers, par exemple, de théologiens qu'il a pu s'introduire en Europe. Je cite en particulier Pierre Gassendi et Giordano Bruno, vous avez déjà entendu son nom, il a fini sur le bûcher en 1600. Et là, je vous donne à titre d'exemple, parce que quand on parle d'influence, évidemment, c'est toujours important d'essayer de trouver des références. Je vous donne un article, je vous conseille cet article en particulier en anglais, sur Gassendi, qui plutôt était critique vis-à-vis d'Épicure et qui aurait adopté plutôt une vision atomiste du Calem. Alors maintenant, il y a un autre point aussi où je dirais cette porosité aussi intervient. C'est sur la nature de la lumière, et ça, c'est très important. Donc là, on a vu à peu près les atomes, alors ce n'est pas que la matière, évidemment, mais on a parlé d'Ibn al-Haytham, Fouad en particulier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant que physicienne, et Ibn al-Haytham, il a vraiment opéré une révolution, je n'ai pas le temps, évidemment, d'insister peut-être là-dessus, dans la vision, dans le statut ontologique même de la lumière, puisqu'il lui accordait une existence, ce qui n'était pas le cas chez les Grecs. Donc là, on a une rupture totale avec la vision grecque de la lumière, mais il a introduit aussi quelque chose qui est aussi contraire au sens commun, à savoir que la lumière aurait une nature corpusculaire. Et ceci, c'était quelque chose qui lui permettait d'expliquer les trajectoires rectilignes, les trajectoires rectilignes d'ailleurs qu'il démontrait à travers la chambre noire qu'il avait mise en place pour concevoir vraiment des expériences, des montages expérimentaux. Ce n'est pas juste l'observation qu'on retrouvait chez les Grecs ou Aristote, mais c'était vraiment imaginer un dispositif expérimental pour pouvoir tester une hypothèse. Autre chose, le fait que ça soit de nature corpusculaire lui permettait aussi d'affirmer que la vitesse de la lumière était finie. Et ça, c'est un point, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire des sciences, après on va retrouver que c'était un sujet de débat en Europe plus tard, voilà, avec plusieurs polémiques autour de cette vitesse, donc c'était absolument pas évident. Alors, Isaac Newton, qui avait lu la traduction, c'était un peu la Bible de plusieurs scientifiques du XVIIe siècle, même plus tard, l'optique d'Ibn al-Haytham, donc là j'ai mis la traduction, une copie donc, en latin, le livre d'optique, on en trouve beaucoup, disons, des copies en Europe, d'ailleurs on a celle qui nous reste en Angleterre, je pense qu'elle appartenait à Ampère, a adopté la vision corpusculaire de la lumière d'Ibn al-Haytham. Et je cite ici à titre d'exemple, si j'ai vu plus loin, c'est une citation que vous connaissez peut-être, c'est en montant sur les épaules de géants. Et là, j'ai mis son livre d'optique très connu, donc l'optique de Newton.
Maintenant, il y a aussi une autre façon de voir la lumière que vous connaissez tous, c'est la nature ondulatoire. Et en fait, on parle beaucoup, en Europe en tout cas, d'Ibn al-Haytham, mais on parle moins, je trouve, de Kamal Eddin el-Farisi, qui, lui, a fait encore un pas en plus, par exemple, dans l'explication de l'arc-en-ciel. Ibn al-Haytham n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais a préparé le terrain, et en fait, elle fait, comme dans la recherche scientifique, les erreurs des uns, ou disons, c'est une construction commune. Donc en fait, Kamal Eddin el-Farisi, évidemment, avait comme référence la Bible encore, Ibn al-Haytham, le livre d'optique, Kitab al-Manadhir, et il a pu aller plus loin en expliquant l'arc-en-ciel. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il a imaginé un dispositif expérimental pour simuler les gouttes d'eau, les gouttes d'eau quand il y a la pluie, pour expliquer l'arc-en-ciel. Il a pu décomposer la lumière sur un récipient rempli d'eau en verre. Et il a donné ainsi des prémices, alors je dis des prémices pour rester prudent, de la nature ondulatoire de la lumière. Alors, Newton, qui avait une grande notoriété, a imposé en Europe, cependant, la nature corpusculaire. Et donc, la nature ondulatoire a eu beaucoup de mal à s'imposer. Et c'est vraiment une expérience capitale qui a permis de trancher en faveur de la nature ondulatoire de la lumière, que je vais vraiment vous présenter par la suite aussi pour la physique quantique. C'est un dispositif donc où on a une source de lumière et on met deux fentes devant la source. Et en fait, ces deux fentes vont permettre de créer deux sources secondaires, ça on le trouve aussi dans Kitab al-Manadhir, qui vont interférer et arriver sur un écran. Et donc, ce que je voudrais d'abord, c'est m'assurer que je puisse vous expliquer ce que c'est qu'une fonction d'onde. Alors, je vous rassure, j'essaie vraiment de faire, il y aura juste une équation qui va ressembler à E égale mc carré, je pense que ça, et qui est aussi importante que E égale mc carré, mais donc je vais éviter tout formalisme mathématique, je ne vais pas vous montrer l'équation de Schrödinger, ni quoi que ce soit. Mais là, on reste encore dans la physique classique et dans la nature ondulatoire de la lumière. Mais je voudrais juste vous donner, même si vous n'êtes pas du tout scientifique, pour certains participants ou élèves de sciences humaines, vous donner ce que c'est, donc, parce que c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important en physique quantique, ce que c'est qu'une fonction d'onde, que je vais appeler psi. Vous voyez là que je pense que ça ne vous choque pas trop de voir une onde qui se propage. Et là, j'ai mis une sorte d'aiguille, c'est comme l'aiguille d'une montre qui tourne. Et en fait, je ne sais pas si je peux mettre non, je ne sais pas si j'arrive à désigner... Bon, bah, tant pis. Vous voyez que là, l'amplitude, quand on se place, donc on a la position, et puis ça évolue dans le temps, d'accord? Donc psi, c'est une fonction et de la position et du temps. Et vous voyez que l'amplitude ici, elle correspond à la projection de cette aiguille sur l'axe vertical. Mais bon, ce n'est pas grave, je pense que vous avez une intuition de ce qui se passe. Alors, il y a quelque chose d'important qui caractérise l'onde, c'est sa fréquence. C'est quoi sa fréquence? C'est le nombre de tours que fait cette aiguille par seconde, tout simplement. Donc ici, alors je n'ai pas vraiment synchronisé, j'aurais dû avoir... je pense qu'elle fait peut-être 2 tours par seconde, mon aiguille. Vous pouvez peut-être vérifier, mais je n'ai pas du tout fait ça précisément. C'est pour vous donner... c'est très approximatif. Et donc, c'est ça la fréquence. Et l'unité, si vous voulez, l'inverse de la seconde, c'est le hertz. Alors, vous avez dû peut-être voir le spectre de la lumière. On va dire, en fait, c'est les ondes électromagnétiques, mais je vais essayer de mettre le moins de mots techniques possible qui nous concernent, puisque vous voyez qu'au milieu, il y a tout le spectre de la lumière visible. Et le reste, ce sont des ondes qu'on ne voit pas. Et en fait, en bas, les ondes ici, c'est juste pour montrer que leur fréquence change, mais aussi leur longueur d'onde. C'est quelque chose dont j'aurais aussi besoin, qui est inversement proportionnel à la fréquence, avec la vitesse de la lumière qui est comme facteur. Et là, vous voyez qu'il y a, par exemple, sur ce schéma en bas, il y a le gigahertz. Donc 1 giga, c'est 1 milliard. Ça veut dire que quand on a 1 gigahertz, on a une fréquence qui est... ça veut dire que notre aiguille ferait 1 milliard de tours par seconde. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Oui?
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je génère deux ondes qui sont à la même fréquence? En fait, je génère un phénomène qui est capital, qui sont les interférences. Vous voyez là que je ne suis pas encore en physique quantique. Mais c'est un phénomène qui est très utile dans plusieurs domaines. Et c'est exactement ce qui se passe si vous avez deux sources. Là, j'ai pris des ondes qui sont à la surface de l'eau et qui interfèrent. Et vous voyez que là, à la surface de l'eau, vous avez des régions où vous avez quasiment pas de changement de la hauteur, et à d'autres où en fait vous allez avoir 2 fois plus. Pourquoi? Alors, je vais prendre le cas, vous voyez là que je vais pouvoir additionner à un point donné mes deux ondes, la rouge et la bleue. Maintenant, je prends 2 cas extrêmes. Si mes deux ondes arrivent en phase, alors c'est quelque chose qu'on utilise dans notre langage courant, être en phase ou en opposition de phase avec quelqu'un. Si on est en phase, on interfère d'une façon constructive. Hein. Vous connaissez, la coopération est plutôt positive. Et si on est en opposition de phase, on parle d'une interférence plutôt destructive. C'est un peu ce qui se passe ici. Donc là, en haut, j'ai deux ondes qui arrivent en phase. Si je les additionne, j'ai 2 fois l'amplitude de l'onde. Et si maintenant elles arrivent en opposition de phase, vous voyez que le maximum d'une onde bleue va correspondre au minimum. Quand je fais la somme d'un nombre positif avec un nombre négatif, ça donne exactement 0. Et donc ça donne une interférence destructive. Donc là, ça m'amène à pouvoir vous expliquer, à revenir à ces fentes de Young qui ont tranché en faveur de... Donc c'est le même schéma que tout à l'heure, disons presque, puisque je vais avoir un autre dessin. Donc là, je prends... Pourquoi est-ce qu'on a une source commune avec 2 fentes? C'est simplement pour que les 2 ondes qui émanent des 2 fentes, comme elles viennent d'une même source, elles soient cohérentes, elles aient la même fréquence aussi. D'accord? Parce que sinon, si on prend 2 ondes, je sais pas, là on est bombardé d'ondes, donc c'est intéressant que vous sachiez quand même qu'il y a des ondes partout, en plus des ondes sonores, des ondes lumineuses, il y a des ondes dans l'ordinateur partout. Et là, on veut quand même avoir 2 ondes qui interfèrent, qui arrivent. Et ce qu'on voit sur l'écran, c'est exactement le même phénomène que celui que je viens de vous expliquer, sauf que c'est un peu plus compliqué, puisque maintenant, on a plutôt des ondes qui ne se propagent pas d'une façon linéaire, mais qui viennent d'une source, parce que c'est une sorte, voilà, qui vont un peu comme tout à fait ce qui se passait à la surface de l'eau, avec les 2 ondes qui interféraient. Donc, vous voyez une alternance entre des franges avec une intensité maximale, où les 2 ondes arrivent en phase. Évidemment, il peut y avoir les situations intermédiaires entre en phase ou en opposition de phase, et des régions où il n'y a absolument pas de lumière qui arrive, parce qu'il y a l'interférence destructive, il y a l'opposition de phase. D'accord? Alors maintenant qu'on a... J'espère que tout le monde a compris ça. Je rappelle... Alors ça, c'est un peu trivial, là, c'est comme un lanceur de balles de golf sur l'écran. Si jamais j'avais vraiment une source de corpuscules ou des billes, et que ces billes étaient colorées, disons peintes avec une couleur pour qu'elles puissent avoir un impact sur l'écran derrière, vous voyez qu'il y a une grande différence avec le comportement des ondes que je viens de vous montrer. En gros, je n'aurai dans ce cas que 2 taches, une accumulation de l'impact de ces billes sur l'écran, devant les fentes. D'accord? Là, il n'y a rien de mystérieux, ni de compliqué, je suppose. Mais c'est important de le rappeler. Et donc, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Bon, là, j'arrive plus à... Si. Donc, en fait, pour revenir un peu à l'histoire, parce que je fais un peu un mélange entre l'introduction des concepts et l'histoire, à la fin du XIXe siècle, on avait d'un côté la matière qui était de nature corpusculaire. En fait, soit on pouvait être atomiste, soit on pouvait traiter toute la matière, des objets de la physique de Newton, comme étant des objets avec l'agencement, les propriétés du tout qui émanent toujours de l'agencement de ces petites parties, un peu dans l'esprit atomiste, alors que de l'autre côté, la lumière avait complètement acquis son statut ondulatoire, grâce en particulier aux équations de Maxwell, je sais, pour certains, ça pourrait leur parler. Maintenant, il y a eu la révolution quantique, début du XXe siècle. Et en quelque sorte, ça va amener quelque chose d'assez remarquable, c'est que la matière et la lumière vont être unifiées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être confondues, je ne suis pas en train de dire qu'on est la même chose que la lumière ici. Mais elles vont avoir des comportements très similaires sur certains plans, avec évidemment toujours des différences. Hein. Ce n'est pas une fusion, il n'y a pas de confusion, mais il y a une forme d'unification.
Et alors, ce qui est très intéressant, et c'est là qu'on voit les allers-retours, hein, comment les idées réapparaissent, c'est qu'on revient au concept, ça c'est une étape décisive dans l'apparition de la physique quantique, des corpuscules de lumière de Ibn al-Haytham. Évidemment, pas d'une façon mathématique comme ce que je vais expliquer, je ne dis pas du tout qu'il avait déjà inventé la physique quantique, mais vous voyez que cette porosité dont je vous parlais est très importante, non seulement à travers les domaines, différents domaines, je dirais les champs de la pensée, mais aussi à travers les âges et les civilisations. Et donc, ce concept qui a été adopté par Newton revient grâce à Max Planck et ensuite à Albert Einstein. En fait, Albert Einstein, il a eu le prix Nobel pour ça. Et où on va dire que la lumière, oui, c'est toujours une onde, mais elle a aussi une nature corpusculaire. Ce qui n'est pas tout à fait évident et complètement contre-intuitif. Et alors là, c'est la seule, comme je vous ai dit, je vous ai promis des équations. La seule équation, ou les deux, mais elles sont un peu similaires, que je vais mettre, c'est celle-ci. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fréquence. Donc c'est le nombre de tours que fait l'aiguille, hein, que j'ai montré encore une onde ici. La fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. H, c'est la constante de Planck. Pourquoi? Parce que c'est Planck qui a été le premier à pouvoir écrire cette équation. Ce n'est pas Ibn al-Haytham, évidemment. Et cette équation, elle fait quoi? Elle nous dit que la fréquence de l'onde, ça va, on sait que c'est une onde, elle va donner l'énergie du photon, ce qu'on va appeler plus tard photon, c'est-à-dire le corpuscule. Alors là, j'ai introduit la longueur d'onde ici. En gros, c'est la distance entre deux maximums consécutifs. Et c'est la vitesse de la lumière. Vous voyez que la vitesse, en fait, de mes ondes ici, c'est vraiment de... Bon, parce que je suis avec des ondes lumineuses. Hein. Évidemment, il y a d'autres ondes qui ont des vitesses différentes. Et ça va inspirer, en particulier Louis de Broglie, un peu plus tard, pour introduire encore une étape, pour franchir une étape vraiment primordiale. Il va se dire, mais puisque la lumière peut être à la fois une onde et un corpusculaire, ondulatoire et corpusculaire, bah pour la matière, on va faire la même chose. C'est un critère un peu esthétique, de symétrie. Bah la matière, puisqu'elle est corpusculaire, mais elle aussi, elle peut se comporter comme une onde. Vous voyez là aussi à quel point c'est quand même contre-intuitif. Déjà d'associer les deux, mais en plus d'imaginer que la matière peut avoir un caractère ondulatoire. Et là, il va introduire une longueur d'onde associée à un objet qui a une masse m et une vitesse v. Donc, la deuxième équation et la dernière de ma présentation. Et en fait, je trouve que ce sont des équations, là aussi importantes que E égale mc carré. C'est vraiment, elles ont révolutionné la physique et notre monde aussi, quelque part. Et là, je vous donne, donc, d'un côté, j'ai montré l'onde, et là, j'ai montré une sorte de corpuscule à droite, avec une énergie ou avec une vitesse, puisque un électron, par exemple, là, il a une masse et une vitesse, mais un grain de sable, il a aussi une longueur d'onde. Mais sauf que sa longueur d'onde, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 22 mètres, donc c'est trop petit pour qu'on puisse avoir des effets quantiques. Alors qu'un électron, c'est de l'ordre de l'angstrom, c'est 10 puissance, c'est 10 angstrom à peu près, 10 puissance moins 9 mètres. Et maintenant, la physique quantique doit son nom à la quantification de l'énergie. Donc je vais essayer de vous donner aussi une intuition pour comprendre pourquoi la quantification de l'énergie vient justement de cette étape primordiale d'associer une onde à de la matière, on va dire, d'accord, ou un électron. Alors, d'abord, si vous avez une guitare, vous avez des cordes, et en fait, vous avez des modes de vibration de la corde de la guitare. Les modes de vibration, en gros, vous fixez comme votre corde est fixée au debout, vous allez avoir une certaine longueur de l'onde. Maintenant, c'est une onde vraiment de la vibration. Il y a un support matériel. Donc, les flèches, c'est pour dire que c'est l'amplitude de la vibration entre les deux positions extrêmes. Et vous pouvez avoir une longueur, donc là, c'est votre longueur qui sépare les deux bouts, la longueur de votre corde. Et vous pouvez avoir, par exemple, une longueur d'onde qui est égale à la longueur, parce que vous êtes fixé au bout. Vous êtes obligé d'avoir ça. Mais vous pouvez aussi avoir, votre longueur doit être un multiple entier de la longueur d'onde. Là, j'ai mis n égale 2, j'aurais pu mettre n égale 3, 4, etc. Je me suis contentée de 2. Donc, votre longueur d'onde, c'est la longueur de votre corde divisée par un nombre entier. Ça, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. D'accord? Eh bien, c'est la même chose pour un électron ou
même un photon d'ailleurs, une particule quantique qui est confinée. J'aime bien le mot confiné. Bon. Et en fait, si vous la confinez, c'est-à-dire vous l'obligez à rester dans une boîte, ici dans un segment, elle n'a pas le droit de sortir, et bien c'est pareil. Le psi 1 maintenant, vous vous rappelez, c'est ce que j'utilise pour une fonction d'onde. Et bien là, elle va avoir à n égale à 1, donc la longueur de votre boîte va être égale à la longueur d'onde, donc ça, n égale à 1, mais on peut aussi avoir n égale à 2. Et ce qui se passe, c'est que en général, on associe une énergie, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La relation que je vous ai montrée entre l'énergie et la longueur d'onde de l'électron, dans ce cas, n'est pas exactement la même, mais en gros, ça reste inversement proportionnel. Disons, elle décroît, elle augmente quand la longueur d'onde diminue. Elle est plus particulièrement en 1 sur lambda n carré. Donc, comme lambda n, c'est L sur n, on a exactement la même chose, l'énergie va être proportionnelle à n au carré, un nombre entier au carré. Donc, vous voyez qu'elle est quantifiée puisque n est un nombre entier. Donc, elle ne peut faire que des sauts discrets. Donc, ça, c'est vraiment un phénomène que vous pouvez comprendre, j'espère, vous avez pu comprendre, grâce à la nature ondulatoire. Mais, pour un électron, c'est quoi le statut de cette fonction d'onde? Pour l'instant, je ne vous ai rien dit. Ça veut dire quoi, psi 1? Ce n'est pas l'électron qui va bouger le long de psi 1, quelle est la nature? Et c'est là qu'il y a eu une étape encore très importante, qui a encore valu un prix Nobel, là je rappelle l'atome de Borg, c'est quelque chose que vous voyez je pense partout. L'atome de Borg c'est quelque chose qui n'a aucune justification ni théorique ni expérimentale, mais je le montre parce qu'en gros là aussi on a un électron qui est confiné, donc exactement comme dans mon séquent, comme il est confiné, on va avoir une quantification de l'énergie. Ce n'est pas la même relation entre la longueur d'onde et l'énergie, mais c'est exactement pareil, donc j'ai pris psi 1, c'est l'énergie la plus petite, ça correspond à E1. Donc au milieu, le rouge, c'est le noyau. Et on a cette image d'électrons qui tourne autour, mais qui n'est absolument pas correcte. C'est une représentation, on va dire, naïve, pour être un peu, ne pas dire fausse. Et le statut maintenant de ces psi 1 et psi 2, que je ne dessine pas parce que c'est plus compliqué évidemment sur un noyau, c'est que si je prends par exemple psi 2, son statut, c'est une fonction d'onde, d'accord, mais de probabilité. Elle ne correspond absolument pas à l'accord de votre guitare. Ça ne vous donne absolument pas quelque chose de sensible. Donc même si on parle d'onde, on n'a absolument pas, contrairement à la surface de l'eau ou à l'accord de ma guitare, un objet, un substrat physique qui bouge. Mon psi 2, qui a une nature ondulatoire, c'est une fonction d'onde de probabilité. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit dessin, en fait, c'est pas très rigoureux tout ça, parce que c'est plutôt psi 1 qui aurait cette symétrie, bon, sphérique, mais c'est pas grave, je veux pas être non plus, je veux pas compliquer les choses. Et c'est la probabilité de quoi? Alors, malheureusement, il y a plusieurs vidéos de vulgarisation, on va entendre dire, c'est la probabilité, vous voyez votre électron, là, ce nuage, c'est pour vous dire que votre électron est un peu partout. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que c'est la probabilité que votre électron se trouve à un endroit donné de l'atome. C'est faux. On ne peut pas utiliser le verbe être. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est la probabilité pour qu'on observe l'électron en ce point. L'observation joue un rôle important, crucial. Tout ce qu'on peut dire, c'est que psi, c'est en fait un outil de calcul de probabilité. Si on en dit plus, c'est qu'on est dans la spéculation pure et dure. Donc ça, c'est vraiment un point important. Si vous retenez ça, déjà, vous avez des messages essentiels. Déjà, un message essentiel. Alors maintenant, il y a un postulat qui est vraiment important que j'ai déjà introduit à travers les interférences entre deux fonctions d'onde. À partir du moment où j'associe, je décris pas, c'est-à-dire que j'utilise des fonctions d'onde, je peux les superposer exactement comme pour mes ondes de lumière dans le traitement classique, dans le cadre classique. Je peux additionner des fonctions. Ça, vous savez, vous comprenez, je l'ai déjà fait tout à l'heure, je ne vais pas le remontrer. Mais ça veut dire quoi? Le problème, c'est que quand on essaie de superposer deux fonctions d'onde, je vais revenir à mes deux fonctions pour rester toujours avec les mêmes, psi 1 et psi 2, qui correspondent à des énergies de l'électron dans mon confiné, ou un photon, E1 et E2. Je vais pouvoir dire que j'ai l'autorisation d'utiliser aussi une somme de psi 1 plus psi 2, exactement comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour les interférences des ondes lumineuses. Le problème se pose quand on essaie d'interpréter ce que ça veut dire. Parce que là, maintenant, je pars de deux fonctions qui ont des énergies bien définies.
Quelle est l'énergie de psi 1 plus psi 2? Eh bien, elle est indéterminée. C'est l'indétermination à ce niveau déjà. Parce que je voulais insister sur indéterminé à chaque fois. Maintenant, ça vous rappelle peut-être le chat. Alors, je préfère, au lieu de dire mort et vivant, c'est plus gentil de dire éveillé et endormi. Voilà. Donc, vous avez un chat qui peut être, ça c'est l'énergie, ça c'est psi 1, ça c'est psi 2, et vous allez additionner deux fonctions d'onde associées à une propriété qui est éveillée ou endormie. La propriété est bien définie pour chacun, mais elle n'est pas définie, elle est indéterminée quand on fait la somme. D'accord? Donc je vais encore illustrer ça en revenant, en essayant de, surtout que je vais présenter le problème, la grande problématique de la mesure, parce que même quand on a un état comme ça, on a quand même, nous, on connaît des propriétés qui nous viennent de la physique classique. On a envie de savoir, ce qu'on sait mesurer, par exemple, c'est l'énergie. Donc, on a quand même envie d'aller chercher qu'est-ce que ça va nous donner si on a cet outil-là mathématique et qu'on sait que notre système peut être décrit par cet outil mathématique. Quelles sont les prédictions pour l'énergie? Donc, pour l'illustrer, je vais essayer d'utiliser des métaphores pour mes psi 1 et psi 2. Donc là, je vous rappelle toujours que ça, c'est l'état d'énergie E1, psi 1. Et je vais utiliser... En fait, la métaphore, elle est déjà au niveau de mon dessin. Quand je dessine un atome de cette façon-là, c'est déjà métaphorique. D'accord? Je suis en train de forcer la nature un peu dans un sens qui correspond à ma représentation des atomes. Sauf que je vais associer une couleur rouge parce que c'est plus ludique et facile de travailler avec des couleurs. J'en aurais un peu besoin. D'accord? Donc, mon psi 1... c'est l'état de l'atome quand il est dans son énergie la plus basse, on va dire qu'il est calme, c'est la couleur rouge. Ensuite, je vais maintenant, la boule bleue, elle est plus grosse, mais pareil, je ne suis pas rigoureuse, ça va être l'énergie E2, correspond à la fonction psi 2. D'accord? Et la superposition, c'est, je vais mettre de nouveau ce psi 1 plus psi 2. Là aussi, ce n'est pas très rigoureux parce qu'il devrait y avoir des interférences. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. Donc, c'est une représentation simplement de notre état superposé. En réalité, ce qu'il y a dans cette superposition, c'est une potentialité. Il n'y a pas de observable, de propriété définie, de couleur bien définie. Comme pour le chat, qui n'est ni endormi ni éveillé. Donc, il est faux de dire que c'est bleu, il est faux de dire que c'est rouge. Il est faux de dire qu'il peut être rouge et bleu à la fois, ce qu'on entend aussi dans malheureusement les vidéos de vulgarisation, ce qui nous rend encore plus confus. Il ne peut pas être rouge et bleu à la fois. En fait, on ne sait pas. Tout simplement, il faut apprendre à dire on ne sait pas. Et maintenant, comme je vous ai dit, je vais essayer d'introduire les postulats de la mesure, qui ne sont absolument pas évidentes. C'est un postulat, mais ça marche parfaitement bien. En fait, maintenant, je vais essayer, comme je vous ai... Tout à l'heure, je parlais d'énergie. Maintenant, je remplace l'énergie par la couleur. Juste, voilà, c'est un choix. Et donc là, vous voyez que j'ai mis un œil ici pour dire qu'on est en train d'observer, parce qu'on tient absolument à faire des prédictions. Et donc, on veut maintenant observer la couleur plutôt que mesurer l'énergie. Et là, vous voyez que je pars de cette superposition, et ce qui va arriver, c'est que j'ai une chance sur deux d'observer la couleur bleue et une chance sur deux d'observer la couleur rouge. D'accord? Sauf que je suis incapable de savoir pourquoi mon atome choisit la couleur bleue ou rouge. C'est un hasard absolument exceptionnel qui n'existe nulle part ailleurs, en tout cas selon notre connaissance actuelle, nos connaissances actuelles. Et ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de psi. Psi, en fait, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Tant que je n'ai pas observé mon système, je fais des prédictions. Je sais comment évolue dans le temps d'une façon complètement déterministe. Sauf que là, j'ai un résultat complètement imprévisible, que je ne peux pas déterminer en avance. La mesure en elle-même introduit, c'est une forme d'action qui est irréversible, mais attention, ce n'est pas une action sur mon atome, parce que je ne sais pas comment était mon atome. Je ne sais pas comment le définir avant. Elle est une action sur mon outil mathématique, cette fameuse fonction d'onde de probabilité psi. D'accord? Et là, elle choisit
d'avoir une propriété bien définie, puisque j'ai fait la mesure et je sais maintenant qu'elle est soit mon atome soit bleu, soit rouge. Ce qui se passe, c'est que par la suite, tant que je ne touche pas à mes atomes, qui n'interagissent avec rien d'autre, ils vont garder cette propriété. D'accord? Mais, bon, je vais peut-être pas... j'ai très envie de vous parler encore de quelque chose, de donner un goût en plus de la couleur, mais bon, s'il y a des questions, je reviendrai dessus. Maintenant, vous pourriez vous dire, mais si c'était simplement, parce que je peux aussi recommencer à partir de mon état superposé, préparer mon système, on va dire, mon atome dans cette psi 1 plus psi 2, et puis recommencer à plusieurs reprises, et observer à chaque fois, une moitié de fois, je vais avoir des atomes bleus, une moitié des atomes rouges. Ça, c'est la loi de la probabilité quand elle voit 1,5, disons la loi statistique. Mais vous allez me dire, mais c'est peut-être un mélange. C'est exactement si j'avais, imaginons qu'on avait dans un sac un ensemble avec une moitié d'atomes bleus et une moitié d'atomes rouges, et que je tire au hasard avec les yeux fermés, je ne sais pas, je vais tomber, j'ai une chance sur 2 de sortir un atome bleu et une chance sur 2 de sortir un atome rouge. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle plus précisément un mélange statistique. Ça veut dire qu'en fait, c'est exactement comme un lancer de dés. C'est simplement que j'ignore, que je n'arrive pas à prédire le résultat de ma mesure, mais qu'il doit bien avoir des raisons qui me sont cachées pour que le résultat soit celui-ci. Donc c'est un hasard qui serait relié complètement à notre ignorance. En fait, non. Alors évidemment, quand je vous réponds comme ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite. Ce n'est pas un mélange, on le sait maintenant, c'est établi. La probabilité est de nature différente. C'est une probabilité, encore une fois, absolument unique dans le monde de la physique. Donc on a bien un sac avec, si on recommence, comme je vous ai dit, je prépare mon système avec plein d'atomes superposés, j'ai toujours une chance sur 2, effectivement, d'observer donc je vais avoir la moitié de mes observations qui vont correspondre à un atome bleu et la moitié à un atome rouge. Mais la couleur n'est pas prédéterminée tant qu'on n'a pas fait l'observation. Alors, pour vous convaincre, je vais revenir d'abord, donc je vais mentionner les 2 exemples importants. Ce sont des expériences absolument cruciales et fondamentales en physique. Je reviens aux interférences de Young, c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de vous les expliquer. Et je vous parlerai ensuite de l'intrication quantique, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah, d'accord. 10 minutes. Oula, ça va être dur. Bon, il faut que j'arrive quand même à l'intrication. Bon, mais c'est difficile de ne pas vous parler de les interférences, puisqu'on a quand même fait j'ai quand même préparé le terrain pour ça. Donc maintenant, je repars exactement sur le même dispositif que tout à l'heure. J'ai une source. Sauf que maintenant, je vais émettre à partir de cette source, par exemple, mes atomes. Là, oubliez les couleurs. Je ne vais pas m'intéresser aux couleurs. Donc, ça peut être une source des atomes rouges ou mes atomes bleus, ou peu importe. D'accord? OK? Ou là, en tout cas, l'un ou l'autre. Ou ça peut être une source de lumière, sauf que c'est plutôt avec des lasers qu'on fait cette expérience. D'accord? Et les lasers, eh ben, on les obtient grâce au progrès de la physique quantique. Donc, vous voyez que la physique quantique elle-même alimente ses propres expériences avec les progrès technologiques qui sont faits. Voilà. Bon, une petite parenthèse. Donc là, j'ai des particules quantiques, donc je n'ai pas besoin de préciser ce que c'est. En fait, ça pourrait être même des grosses molécules. On a fait cette expérience avec des molécules énormes, avec 150 atomes, c'est incroyable. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant comme propriété, ce n'est plus la couleur. La propriété à laquelle je vais m'intéresser, tout à l'heure, je vous ai parlé de la propriété énergie, vous voyez, à chaque fois, elle dépend du contexte. Elle dépend de quel est mon dispositif expérimental. C'est un contextualisation de la physique quantique, dans la physique quantique. Maintenant, ma propriété, je m'intéresse à savoir, quand j'ai des particules, je m'attends à ce qu'elles passent par une fente ou par une autre. Donc la propriété qui m'intéresse, ça passe par la fente numéro 1 ou la fente numéro 2. D'accord? Et donc, je vais associer des ondes, mes fonctions d'ondes, ça va être psi 1 et psi 2, qui ne sont plus des énergies définies, mais plutôt des trajectoires bien définies. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Alors la source, il faut qu'elle émette mes particules une par une, ce qu'on peut faire avec des lasers, mais comme je vous disais, avec des atomes ou des électrons ou des molécules. Et en fait, petit à petit, on va voir des impacts sur l'écran. Jusque-là, on va se dire, c'est parfait, on a des corpuscules, donc tout se passe comme s'il y avait des corpuscules qui passaient par une fente ou par l'autre. Sauf que quand on attend suffisamment longtemps, surprise, on arrive, alors je n'ai pas la vidéo, avoir des franges d'interférence. Et ça, c'est vraiment frappant.
parce que imaginez que votre électron arrive, comment est-ce qu'il sait qu'il ne peut pas interférer avec lui-même, si vous voulez. Ça n'a pas de sens d'imaginer des électrons qui passent par un et par deux à la fois, d'accord? Mais c'est comme si ça se passait comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour expliquer cela, on est obligé, disons obligé, une façon, on n'est pas obligé, d'expliquer, c'est que finalement, votre particule, elle est dans un état superposé, disons, avec une fonction d'onde de probabilité qui est psi 1 plus psi 2. Et en fait, on peut démontrer, mais bon, ça je le fais quand je donne des TD à l'école centrale, on peut montrer pourquoi on arrive à avoir ces franges d'interférence qui sont dessinées par les impacts de corpuscules sur l'écran. Et c'est vraiment joli, avec l'interprétation probabiliste que je vous ai donnée tout à l'heure, puisque ça nous renseigne sur la probabilité d'un impact à un certain endroit. Et en fait, les processus sont complètement aléatoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire quel est l'endroit où l'électron, ou la particule, va atterrir sur l'écran. C'est complètement aléatoire et pourtant ça dessine des franges d'interférence. Alors il y a quelque chose encore de plus étrange. Je vous ai parlé du problème de la mesure. Maintenant, je vais être têtue et je vais me dire, mais non, mais il faut absolument que je sache par où va passer ma particule. C'est pas possible, il faut qu'elle passe par une fente ou par une autre. Donc, je vais essayer d'observer, d'espionner ma particule. Et là, incroyable, mais c'est tout à fait cohérent à ce que je vous ai dit sur les postulats de la mesure, eh bien, en fait, il ne va plus avoir de frange d'interférence et tout se passe comme si j'avais des corpuscules. En fait, si je veux faire le lien avec les postulats de la mesure, c'est quoi ? Quand tout à l'heure, je vous ai parlé de la couleur, quand j'ai fait la mesure, j'ai obligé mon atome à me répondre à ma question. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que l'atome est un être vivant, mais il en fait quand même qu'à sa tête. Hein. C'est-à-dire qu'il a choisi la couleur qu'il a voulu, sans me dire pourquoi. Hein, il a un libre arbitre assez incroyable. Sauf que là, la question que je pose, elle est différente. Vous voyez, le contexte est différent. Là, je suis en train de poser la question, par quelle fente tu es passé ? Je t'oblige à me répondre tout de suite. Et là, effectivement, il n'a pas le choix. Disons, elle n'a pas le choix, ma particule, elle me répond. Et quand elle choisit de passer par une fente plutôt qu'une autre, il n'y a plus d'interférence. Parce que mon état, ma superposition psi 1 plus psi 2, quand je fais la mesure, il faut qu'elle choisisse entre psi 1 et psi 2. Donc je n'ai plus qu'un seul choix, et du coup, il n'y a plus la superposition. Les interférences, elles viennent du fait que j'ai psi 1 plus psi 2. Que c'est leur module, en fait, pour ceux qui me comprennent, un peu, disons, qui ont un background mathématique, en fait, c'est le module psi 1 plus psi 2 au carré, comme l'intensité lumineuse, exactement, comme pour les ondes tout à l'heure classiques, qui vont me donner cette probabilité d'arriver sur l'écran. Mais si j'ai psi 1 au carré, ben, j'ai plus d'interférence, ou psi 2 au carré. Alors, maintenant, c'est aussi une façon de voir, j'aime pas le mot dualité, même s'il est sur ma diapo, entre corpuscules. Parce que, là, vous voyez, il y a le caractère corpusculaire et ondulatoire qui se manifestent en même temps. Mais il n'y a pas de dualité. En fait, il y a des potentialités à la fois d'ondes et de corpuscules, d'accord ? Qui se manifestent en fonction de ce qu'on essaie de sonder, en fonction des questions qu'on pose à nos particules quantiques. Donc là, c'est quand il y a l'observateur, tout simplement, ce que je viens de vous montrer, il n'y a plus d'interférence. Donc on se retrouve exactement avec deux tâches qui sont face aux deux fentes. J'en arrive à l'intrication quantique. Alors, en fait, ce que je vous ai montré là, effectivement, c'était pour vous convaincre, il ne s'agissait pas du tout d'un mélange statistique. En gros, un mélange statistique, ça revient, dans mon cas ici, à partir d'une source avec, par exemple, effectivement, des balles de ping-pong, et puis qu'on jette, et puis j'ai une chance sur deux que ça passe par une fente et une chance sur deux que ça passe par l'autre fente, d'accord ? Mais c'est peut-être pas encore assez convaincant. Donc il faut qu'on passe par l'intrication pour avoir avec certitude la réponse à la question est-ce que la propriété existe ou pas avant la mesure ? Et donc là, je vais vous demander de me suivre parce que c'est un peu plus compliqué, mais peut-être pas tant que ça, mais bon. On parle d'intrication quantique. Ça veut dire on prépare, c'est quelque chose qui est encore possible en physique quantique grâce à la superposition. Là, il faut suivre la diapo du bas, et elle va vers le haut. L'état intriqué, c'est quoi ? Maintenant, au lieu de m'intéresser à un seul atome, chacun à part, je vais m'intéresser à deux atomes. Il est possible de préparer, mais ça, je ne vais pas vous donner de détails maintenant,
de préparer ce qu'on appelle un psi, donc c'est toujours une fonction d'onde probabiliste psi, qui correspond à une superposition de deux états. D'accord? C'est le psi 1 et psi 2 exactement que vous voyez en bas, sauf que maintenant, ils concernent deux atomes au lieu de concerner un seul atome. Donc je vais préparer mon psi 1, c'est les deux atomes en la couleur rouge, et mon psi 2, c'est les deux atomes en la couleur bleue. Donc la propriété couleur est bien définie pour chaque atome, mais quand je fais la superposition, vous voyez que la couleur n'est plus définie comme tout à l'heure. Maintenant, je vais essayer de les envoyer, les séparer. Là aussi, c'est un dispositif complexe, mais je vais envoyer un atome à Pise et un autre atome à Paris. D'accord? Et à un moment, je vais observer ce que j'obtiens à Pise et à Paris. Donc en fait, il y a deux scénarios possibles. J'observe à Pise la couleur, et en même temps, j'observe à Paris la couleur. Et ensuite, les deux observateurs de Pise et Paris vont se retrouver et comparer leurs résultats. Et là, bon, on peut se dire, on a séparé comme les atomes. En fait, on pourrait faire ça sur Mars et Vénus ou sur deux galaxies. Le résultat, la prédiction de la physique quantique est toujours la même. Vous allez toujours obtenir la même couleur de part et d'autre. D'accord? Pourtant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que normalement, le résultat de la mesure est complètement aléatoire. Donc, le fait même que, ici, la couleur, imaginons même que je l'ai observée que d'un côté, ça veut dire qu'en fait, on fait le choix du psi 2, la couleur bleue. Ça veut dire que même l'autre atome, il serait, à tous les coups, si on l'observe, même à un autre instant, à tous les coups, il est bleu. Donc, on a envie de dire, c'est un peu comme des chaussettes, finalement. Ça veut dire que j'ai un ensemble de chaussettes, des paires de chaussettes bleues et des paires de chaussettes rouges, exactement comme le mélange de tout à l'heure. Et je vais tirer au hasard des paires. J'envoie chaque chaussette à Pise, avec donc une chaussette à Pise, une chaussette à Paris. Il ne faut pas qu'elle sorte quand même de la machine, de votre machine à laver. Il faut vous assurer qu'elle reste ensemble. Et si je trouve ma chaussette bleue à Paris, bah, c'est que la chaussette de l'autre côté aussi, elle est bleue. D'accord? Et en fait, non. Ces corrélations ne s'expliquent pas comme ça. Mais je vais essayer un peu de parler des corrélations, parce que ça me paraît un point très important. Alors, on parle de corrélations, en tout cas en physique. Deux événements sont corrélés quand ils surviennent souvent en même temps ou l'un après l'autre. On peut parler même de causalité dans ce cas. En fait, la physique, elle essaie d'expliquer des corrélations. Quand on veut résumer la physique, c'est ça. Et c'est ce que disait d'ailleurs John Bell, dont je vous parlerai bientôt. Correlations cry out for explanations. En fait, quand on réfléchit à toutes les corrélations classiques, on va dire, celles qu'on a l'habitude de traiter, tout se passe finalement, localement et continuellement à travers l'espace et le temps. En gros, c'est comme si on pouvait raconter une histoire. C'est donc toutes les lois de la physique, en tout cas classiques, en dehors de la physique quantique. Et quand vous réfléchissez, vous allez voir qu'il n'y a que deux façons uniques d'expliquer les corrélations. En fait, ça concerne aussi notre vie courante. Il peut y avoir soit une cause initiale commune, comme deux jumeaux. Ils ont une ressemblance, même s'ils sont loin de l'autre, parce qu'initialement, ils étaient dans le ventre de la même mère. Et ça, c'est exactement le cas des chaussettes dont je vous ai parlé. D'accord? Les chaussettes étaient concertées pour être de la même couleur à l'origine, donc même si on les sépare, ben, les corrélations restent. Et une autre façon, c'est la communication par transmission sur un support physique qui véhicule l'information. Évidemment, le cas classique, c'est le téléphone. En fait, quand je parle à quelqu'un aux États-Unis, eh ben, il faut un certain temps pour que ma voix se propage à travers la fibre optique, par exemple, pour arriver de l'autre côté. Et cette vitesse, eh ben, c'est jamais instantané, d'accord? Et toutes les vitesses sont inférieures à la vitesse de la lumière. Donc, il faut un support physique, et dans ce cas, la fibre optique. Là, j'ai mis le cas de deux étudiants qui copient. Si on voit qu'ils ont la même copie, en tout cas surtout pour les erreurs, pas quand les copies sont correctes, c'est qu'il y a eu quand même un support, c'est que soit ils ont transmis l'information par téléphone ou par un autre moyen. Et donc, dans la science, en général, on n'intègre pas la télépathie. Nous sommes bien d'accord. On explique les corrélations que de ces deux façons. Et c'est exactement... Vous voyez que là, si je reviens à ce schéma, c'est cette intrication, en fait, la deuxième cause, c'est-à-dire le fait d'avoir une transmission entre les deux atomes, est exclue
parce que le phénomène, ces corrélations sont instantanées, et donc il n'y a pas, et qu'on les éloigne, je vous ai dit, on pourrait les mettre sur 2 galaxies, donc le signal, l'information n'a pas le temps de se propager entre un atome et un autre. Okay, donc la seule, a priori, si on reste dans ce schéma, la seule explication possible, c'est une cause initiale commune. Et c'est exactement ce qu'a dit Einstein avec ses collègues Podolsky et Rosen. Parce qu'Einstein ne supportait pas que la propriété de l'atome, la couleur par exemple, ne soit pas définie avant la mesure, puisqu'il pense que la physique nous permet d'observer les choses telles qu'elles sont. Il était un réaliste pur et il disait, c'est quelque chose aussi que vous avez dû entendre, Dieu ne joue pas au dé. Il ne peut pas y avoir un hasard, il doit y avoir des raisons qui nous échappent. C'est exactement comme dans le cas du mélange avec le sac, avec des atomes bleus et des atomes rouges, il va y avoir des raisons que la physique quantique ne prend pas en compte et qui fixent, qui déterminent, il n'y a pas d'indétermination, il y a plutôt une ignorance de ces facteurs qui amènent l'atome à choisir la couleur bleue ou rouge. Et donc, c'est en fait une contestation a été fructueuse, puisqu'ils ont, en fait, c'est un peu eux qui ont, bon là, c'est une variante, c'est vraiment ces auteurs qui ont proposé ce genre d'expérience de pensée, parce qu'on ne l'avait pas encore réalisé, pour dire qu'il y avait un paradoxe et que la seule façon d'expliquer ces corrélations, c'est la cause commune. Donc la première façon que je vais vous montrer. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des variables qui sont, on appelle variables cachées, ces facteurs, disons, ces éléments qui nous échappent, que la physique quantique ne prend pas en compte et qui déterminent le choix de la couleur. Il doit y avoir un élément de réalité derrière cette couleur avant de faire l'observation, exactement quand on mesure la vitesse ou la position d'une bille. Eh bien, cette question n'a pas intéressé la communauté pendant un moment, parce que la physique quantique ils étaient plutôt occupés à exploiter tout le potentiel de la physique quantique, jusqu'à ce que John Bell, ça a pris un peu de temps, en 1964, propose une expérience de pensée. Donc là, je reprends exactement le même dessin, parce que je ne vais pas vous montrer le dispositif vraiment, mais je vous incite vivement à lire un livre de Nicolas Gézin, qui est un physicien à Genève, qui s'appelle Un vrai hasard. Non, j'ai oublié le titre, mais qui vous explique, en fait, ce qu'on appelle les inégalités de Bell, avec un jeu de Bell, sans avoir besoin de formalisme mathématique, juste avec quelques notions de probabilité. Et en fait, son test, il permet de savoir, sans lever le voile, on va dire, si ces variables cachées existent ou pas. Et de trancher. Sa motivation initiale, c'était plutôt de donner raison à Einstein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des variables cachées qui déterminent la couleur. Alors c'est un peu plus compliqué comme dispositif ce qu'il propose, parce qu'en fait, il faut avoir 2 choix possibles. On ne va pas mesurer seulement la couleur, par exemple, on va mesurer la couleur et le goût de l'atome, disons entre guillemets, bien sûr, c'est métaphorique. En gros, ça peut être une propriété qu'on va mesurer selon 2 directions différentes de chaque côté. Il y a une combinaison dont il a montré qu'elle était inférieure à 2. C'est vraiment simple à dériver si on est un peu patient. Et ça, c'est quelque chose qui est indépendante même de la physique quantique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une inégalité. Alors là, pareil, il a fallu attendre encore 1983. Bon, il y a eu quelques tentatives avant pour pouvoir aller mettre en œuvre le test de Bell. Alors Alain Aspect, il était à Orsay, dans un labo proche de mon labo, c'était aussi mon prof à Polytechnique, et que je retrouve maintenant en tant que collègue, qui est maintenant à l'Institut d'Optique, comme vous le savez, et je crois qu'il va sûrement vous rendre visite. Et donc, l'expérience de pensée a été effectuée par le groupe d'Alain Aspect, et elle a pu trancher à l'encontre d'Einstein, même si Einstein, évidemment, on lui reconnaît toujours d'avoir contribué à l'émergence, à la fondation de la physique quantique. Donc, on a bien 2 hasards qui sont distants et corrélés, ce qui n'est pas évident, parce que quand on a deux hasards qui sont complètement lointains l'un de l'autre, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une corrélation entre des choses complètement aléatoires. Et bien là, si, il y a des hasards corrélés. Et c'est en faveur de la non-localité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'explications qui sont en termes local, qui se propagent dans le temps et dans l'espace. En fait, il n'y a aucune explication de ces corrélations selon les 2 schémas classiques que je vous ai montrés.
il n'y a pas de cause commune, il n'y a pas de concertation entre les deux atomes pour adopter la même couleur. Eh bien, Dieu semble bien jouer au dé. Et donc la propriété couleur, dans la mesure que je vous ai montré tout à l'heure de l'atome rouge ou bleu, ne peut pas être attribuée à notre atome avant la mesure. Il l'a choisi d'une façon imprévisible. Et en fait, je cite encore Nicolas Gisin, qui a aussi fait cette expérience d'Alain Aspect en dehors du laboratoire, à des distances de 30 km, et qui écrit que la nature est capable de réels actes de pure création. La création, elle a lieu au moment de l'observation. Elle peut produire du vrai hasard. Alors, évidemment, c'est une vision des choses, je ne dis pas que c'est la seule. Donc là, rapidement, l'expérience d'Alain Aspect, qui apparemment, que Fouad suggère de mettre en place ici. En fait, il a fallu de plusieurs salles pour pouvoir séparer les deux photons, disons, voilà, au moment de leur mesure. Là, rapidement, le test de Bell par le groupe de Nicolas Gisin. Donc là, il a atteint, et en fait, il a utilisé les fibres optiques du Suisse Télécom. Et les Chinois ont battu le record, puisque au début, ils ont réussi à séparer les deux photons de 100 km sur Terre. Mais plus récemment, en 2017, un article dans Science annonce qu'ils ont pu utiliser un satellite pour émettre des paires intriquées. Vous vous rappelez les intrications entre les deux atomes? Là, ce sont des photons de lumière. Et d'avoir une détection à des distances. Donc là, on arrive, vous voyez, les deux photons sont envoyés à deux endroits qui sont séparés de 1200 km. C'est un exploit quand même remarquable, même si Nicolas Gisin a des doutes là-dessus. Mais bon, ça va. Il y a aussi une autre expérience que je tiens à mentionner, parce qu'il ne faut pas regarder juste la distance, il faut regarder la précision. Il y a aussi plusieurs critiques ou des failles qu'on peut aussi suggérer, parce qu'on peut aussi essayer de se dire, oui, mais ça marche parce qu'il y a ceci ou cela. Et en fait, il y a une expérience remarquable qui a été faite à Delft, avec des électrons cette fois-ci, pas des photons, même si la séparation est de 1,3 km. Et le dispositif est plus complexe, mais je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a eu, c'est un article dans Nature, et en général, quand il y a un article comme ça, il y a une sorte de commentaire par d'autres physiciens. Et vous voyez que le titre ici, Quantum Physics, Death by Experiment for Local Realism. Donc c'est la mort du réalisme local. En fait, il y a une sorte de condamnation d'options philosophiques. Alors, je crois que je vais... Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas pouvoir aborder d'autres interprétations possibles. Donc, la physique quantique ne nous dit pas, ne répond pas à la question qu'est-ce que le réel. Elle ne nous dit pas ce qu'il est, elle nous dit ce qui n'est pas. Non déterministe, non séparable, non local, il n'y a pas de trajectoire. Et alors, si vous me posez des questions, je reviendrai sur d'autres choses. Et je voudrais finir avec quand même avec cette... phrase avec un peu d'humour, on va dire. Avant de venir ici, je ne sais pas si c'est votre cas, j'étais confus sur ce sujet. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. Et je finis par la poésie de Attar, qui me paraît vraiment que je vous laisse lire. Voilà.